Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième conférence des grands donateurs et des philanthropes organisée par l'Association française des fundraisers. J'ai aujourd'hui le plaisir donc d'accueillir Éric Huignard et Saba Monsac de HSK Partners et bien sûr Dominique Millet-Viry de UNICEF France qui vont avoir le plaisir d'échanger avec vous sur un thème passionnant, notamment sur comment comprendre les grands donateurs. Il y a eu un petit souci de lancement en même temps. Donc, en fait, on va aborder le sujet de comment comprendre les grands donateurs et les leviers d'action pour que les campagnes soient une vraie réussite. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, puisqu'on est là avec une bénévole, Delphine, que je remercie de nous accompagner, qui retranscrira les questions en fin de présentation. À très bientôt et à tout à l'heure et bonne session. Merci Caroline. Merci Caroline, Merci, Caroline. Et bonjour à tous les participants. Ravi de vous avoir avec nous pour cette session. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Dominique Millet-Viry. Je travaille maintenant pour l'UNICEF France depuis 2 ans et demi. Et je suis absolument ravie que, s'il vous plaît, pour les slides, je crois qu'il vaut mieux revenir légèrement en arrière. Et en fait, je suis ravie que vous ayez choisi cette conférence et donc ravie aussi tout à l'heure de répondre à vos questions. Donc, depuis 2 ans et demi à UNICEF France, je bâtis la démarche vers les philanthropes ou grands donateurs. J'ai travaillé auparavant 6 ans pour une autre association qui s'appelle Habitat Humanisme, toujours dans le mécénat pour démarrer et puis aussi pour bâtir la démarche grand donateur. Et auparavant, donc 10 ans dans l'associatif, mais auparavant, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux sur des fonctions qui m'ont préparée à la philanthropie, puisque notamment j'étais responsable grand compte et puis j'ai fait également beaucoup de communication, voilà, en tant que directrice de marque. Je passe la parole à Saba. Oui, merci Dominique. Bonjour à tous, moi je suis Saba Monsac. Ça fait maintenant une dizaine d'années, 12 ans exactement que je travaille chez HSK. Et ça va faire 3 ans presque que je me suis attaquée au secteur du caritatif. Et je suis directrice clientèle. Je travaille en étroite collaboration avec Monsieur Éric Huignard. Bonjour. La parole. Bonjour, Éric Huignard. Je suis président CEO du groupe HSK Partners. On intervient depuis 1905, non, je plaisante, auprès du secteur caritatif. Mais en tout cas, ça fait vraiment très longtemps qu'on est heureux d'accompagner les associations, soit directement, soit via certains de nos confrères qui travaillent avec nous régulièrement. Très bien, je vais reprendre la parole pour vous présenter l'association pour laquelle je travaille, que vous connaissez peut-être, qui est UNICEF France. Donc, il faut savoir qu'UNICEF France est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, et cette association représente en France le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui lui-même est une des agences des Nations Unies. Voilà, donc l'UNICEF, dans son ensemble, est présent dans 190 pays. Alors, on y fait 2 choses. Il y a 34 pays, comme c'est le cas de la France, qui font de la collecte de fonds pour envoyer ces fonds vers les 156 pays dans lesquels UNICEF développe des actions, soit d'urgence, soit des programmes de développement. Alors, on a 5 domaines d'intervention. Ça, c'est un peu moins connu. Donc, on est un grand spécialiste de la santé en général, mais de la vaccination tout particulièrement, les enfants. On travaille sur l'éducation, on travaille sur la protection des enfants et des jeunes dans les conflits, dans les guerres. On travaille également sur tout un champ qui est proche de l'environnement, qui est l'eau, l'assainissement et l'hygiène, très important pour éviter des maladies comme le choléra quand l'eau consommée n'est pas propre. Et on travaille également sur l'égalité des chances. Voilà nos 5 domaines d'intervention. Voilà. Et on se répartit à peu près également entre les urgences. Donc, cette année, c'est l'Ukraine, comme vous le savez. Ces 2 dernières années, ça a été le Covid avec un grand soutien aux campagnes de vaccination.
donc la moitié de notre temps, et la deuxième moitié sont sur ces programmes de développement où là, contrairement aux urgences, on travaille vraiment sur le long terme, puisque l'objectif de l'UNICEF, c'est bien d'être là dans la durée, et les projets qu'on implante sur le terrain doivent pouvoir continuer d'eux-mêmes, et du coup, nous travaillons avec les gouvernements sur le long terme, mais également avec des associations locales. Voilà, pour terminer, je dirais que UNICEF en France, cette fois-ci, a 473 000 donateurs par an, donc actifs, et que l'année dernière, nous avons levé un peu plus de 100 millions d'euros. Et je voulais avoir un chiffre pour illustrer ce qu'on avait fait l'année dernière. Là, on retourne au niveau mondial. Donc, on a aidé 190 millions d'enfants durant la pandémie de Covid-19, pas seulement sur la vaccination, mais également, par exemple, pour leur permettre d'accéder à distance à des contenus pédagogiques quand toutes les écoles ont été fermées. Voilà. Eh bien, je rends la parole à Eric. Merci Dominique. Donc, on va vous parler maintenant essayer de dresser, ce qui est très compliqué, on va le voir, un portrait robot du grand donateur, de ce qu'est aujourd'hui un grand donateur. Alors, quand je dis que c'est compliqué, c'est pour une raison qui est simple. C'est que selon la taille, la cause et les donations moyennes que vos associations reçoivent, vous allez avoir une vision des grands donateurs qui va être différente. Alors, il y a aussi des notions de grands donateurs majeurs, très grands donateurs. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir dans les grands donateurs, en règle générale, des gens avec des paliers qui vont les prendre à 500 €, à 5 000 €, voire même à 50 000 € pour certaines d'entre elles. Donc, effectivement, ça fait un paramètre important. Et puis, au-delà des grands donateurs en tant que tels, on a également tout un tas de VIP qui sont capables, par leur réseau, de nous apporter, enfin d'apporter aux associations, vous voyez, je m'identifie à elles, un nombre de grands donateurs qu'elles connaissent et d'être un faire-valoir de l'association. Alors, par exemple, à l'UNICEF, qu'est-ce qu'un grand donateur? Donc, pour l'UNICEF, un grand donateur, c'est quelqu'un qui va nous apporter une contribution de plus de 10 000 € par an en faisant un don ou en faisant plusieurs dons. Et les donateurs majeurs dont vient de parler Eric, chez nous en tout cas, c'est des personnes qui, elles, vont apporter minimum 10 fois plus, 100 000 € ou plus dans l'année. Alors, chez UNICEF, en 2021, on a eu 1,6 million d'euros issus de 36 grands donateurs. Donc, vous voyez que ce nombre est faible, ça va nous permettre d'avoir une démarche très personnalisée, et ça représente 2% des dons des particuliers. Et en fait, ce que je voulais vous dire, Eric vous l'a dit, mais en fait, ça dépend. Les grands donateurs, souvent on dit, c'est les 1% des donateurs qui sont en haut de la pyramide. Voilà, donc là, vous voyez chez UNICEF, en montant en tout cas, ça représente 2% des dons des particuliers. On a pour objectif de doubler pratiquement ce chiffre d'ici 2025. Et pour répondre à la question de c'est quoi le portrait robot de vos grands donateurs, alors chez nous à UNICEF France, donc c'est un homme plus qu'une femme. Il a 64 ans, c'est-à-dire que pour un grand donateur, il est particulièrement jeune, parce que hier, j'assistais à la présentation de France Générosité, le baromètre donc de la générosité, et donc les grands donateurs moyens en France, pour toutes les personnes qui ont participé au baromètre, soit 34 associations représentant 4 millions de donateurs, le grand donateur moyen a 73 ans. Donc, vous voyez qu'à l'UNICEF, il est effectivement plus jeune de 10 ans. Au niveau de ses occupations, donc on a le premier groupe, le plus représenté, c'est des gens qui travaillent dans le secteur de la finance. Donc, ça peut être la banque, l'assurance. On sait que c'est des salaires élevés, donc des personnes qui sont en mesure de rendre. Deuxième type de profil qu'on rencontre, c'est, donc là, on a deux sous-groupes, des cadres dirigeants ou des philanthropes actifs. Troisième groupe de personnes rencontrées, c'est quelqu'un qui crée son entreprise, qui s'enrichit, voilà, je ne vais pas citer de nom, ou sa famille.
dans le challenge qui paraît tous les étés, on voit toujours les fortunes familiales, donc issues du monde de la création d'entreprises. Voilà, on a un 4e groupe aussi où on a des gens assez originaux parce qu'on a quand même, chez UNICEF en tout cas, un certain nombre de gens qui ont un talent artistique, qui ont bien gagné leur vie parce qu'ils étaient peintres, parce qu'ils étaient James Bond girl, parce qu'ils étaient sculpteurs, etc., ou chanteurs, on a ça aussi. Donc, ils nous rendent et ils nous font de très grands dons. Voilà. Et puis, dans ce 4e groupe, à égalité, on a aussi des gens qui ont un profil très international. Toute leur vie, ils ont voyagé ou de manière personnelle, ils ont suivi leurs parents, ils sont allés dans des tas de pays et ils ont à cœur d'aider parfois leur pays d'origine ou des pays qu'ils ont traversés. Voilà, et puis notre 5e groupe de donateurs, c'est des gens qui sont sensibles à la cause des femmes parce qu'à UNICEF, nous, on se centre sur les enfants, mais également sur leurs mamans et sur les femmes aussi. Voilà, donc c'est un petit peu le portrait robot des donateurs chez UNICEF France. Je repasse la parole à Eric. Alors, on va venir un petit peu sur l'IFI pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, d'après les dernières études de la DGFiP, on a 80% des foyers qui payent l'IFI qui ne font pas de dons aux associations. Elles payent directement auprès, je vois qu'il y a une petite coquille d'ailleurs dans le slide, elles payent auprès des impôts. Et là, on peut se dire que même si on n'arrive pas à convertir les 80% de ces foyers-là, on peut certainement en convertir nombre d'entre eux et les amener à faire des dons aux associations. Le deuxième point important, c'est qu'on est sur un marché qui, au niveau financier, est en croissance, ce qui est rare aujourd'hui, puisque effectivement, en 2020, on a eu plus 7% de foyers qui ont été assujettis à l'IFI, qui ont représenté 12% de montant des dons. Et ceci, et ça c'est important, c'est que ça a été fait malgré une baisse de leurs revenus imposables de manière classique, et notamment à la baisse de la bourse, pour parler clair, et à la baisse des plus-values. Troisième point significatif, c'est le don moyen. Alors là aussi, il y a bien entendu des variations extrêmement importantes dans les dons. En statistique pure, on sait que pour des foyers qui ont moins de 2,5 millions d'euros de patrimoine imposable à l'IFI, on est sur 3 400 euros d'IFI. Et pour ceux qui ont un patrimoine imposable à l'IFI, on est à 29 000 euros. Donc voilà un petit peu une photographie, mais encore une fois, avec à l'intérieur de ces chiffres énormément de disparités et également le fait que ces dons ne sont pas forcément alloués à une seule association. Donc, par exemple, quand on a quelqu'un qui va avoir 3 400 euros d'IFI, il va peut-être en verser à 1, 2, 3, 4 associations, peut-être même en verser une partie aux impôts et puis le reste à des associations en fonction de ses affinités. D'où l'importance effectivement de l'informer que c'est pour lui un moyen d'aider des causes dans lesquelles il est affinitaire. L'autre point important, c'est que on a toujours tendance à se dire on va cibler les gens qui sont à Paris, d'autant que l'immobilier a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, sur Paris, quand on voit des 12 000 euros du mètre carré, 15 000 euros du mètre carré, on se dit finalement, avec un appartement de 100 mètres carrés, un appartement familial, on va dire classique parisien des beaux quartiers, ils sont tout de suite à l'IFI. Alors, c'est exact, mais à l'inverse, on a quand même 60% des IFI qui n'habitent pas en région parisienne. Donc, si on concentre toute son activité sur Paris, on en oublie beaucoup. Et puis, en plus, comme
énormément d'associations ont tendance à avoir un petit peu le même réflexe, les personnes reçoivent un nombre de prospections qui va les amener éventuellement à diluer leurs dons entre les associations ou à donner moins. L'autre point important, c'est la richesse en fait de ces personnes, parce que en termes de revenus là pour le coup, parce que en fait on en a plus de la moitié qui ont un revenu inférieur à 100 000 euros. Alors, on me dirait, 100 000 euros, c'est effectivement beaucoup d'argent, mais c'est quand même, on aurait pu croire que c'était plutôt du plus de 150 000, voire du plus de 200 000 euros de revenus qui permettaient, au fur et à mesure de la constitution de son patrimoine, je ne parle pas d'héritage, d'arriver dans les tranches significatives. Ben non, en fait, ça part de beaucoup plus bas. Et puis, là, Dominique en parlait tout à l'heure, on a 2/3 des donateurs qui ont aujourd'hui plus de 65 ans. Donc là aussi, il faut penser que c'est quand même là où se situe la plus grande part, en fait, je ne veux pas dire du gâteau, mais des personnes qu'il faut cibler. C'est vrai que ça peut avoir un impact dans les modes de communication avec les donateurs. On peut se dire que c'est peut-être des personnes plus classiques. Voilà. Oui. D'où le fait que, d'ailleurs, le papier marche toujours aussi bien. Hein. Tout à fait. Ouais. Merci Eric. Je vais reprendre la main, si tu me le permets. Merci. On va commencer, je vais reprendre la main et on va essayer de voir un peu comment organiser sa démarche grand donateur. Alors, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, une démarche grand donateur, c'est une démarche qui va reposer sur plusieurs facteurs. Le premier, ça va être bien évidemment de définir vos atouts. Alors, vos atouts, ça va être quoi? Eh bien, ça va être finalement la cause même de votre association, la base de données de donateurs, votre base de donateurs. Ça va être le soutien du conseil d'administration, de la direction. Donc, finalement, l'implication de tous les gens qui sont dans votre structure et qui gravitent, tournent autour de votre structure. Et ça va être aussi les projets qui vont intéresser les personnes que vous allez contacter. La deuxième chose qu'on voulait mettre en avant, c'est que vous devez absolument avoir des moyens dédiés. Ça va être un budget, une équipe, ce sera l'engagement de l'ensemble des membres de votre association. Ça va être le fait de se poser et de se dire finalement, quelle est l'équipe que je vais mettre en place et qui va s'occuper des relances? Comment je vais traiter les grands dos versus les très grands dos, les très grands donateurs avec qui justement je vais avoir une démarche plus personnalisée, et on le verra tout à l'heure concrètement avec le témoignage de Dominique. Et tout ça en sachant, et ça nous mène au troisième point, qu'il faut penser à moyen et long terme. Parce que, ok, on en voit tout le temps, on en voit souvent, on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, mais une campagne grand donateur, il faut bien le comprendre, c'est que c'est une campagne qui se traduit sur du moyen et long terme. Et vous pouvez très bien passer 1 ou 2 ans même sans que celle-ci elle soit rentable pour votre association. Ça, il faut bien le comprendre et l'assimiler. Et le dernier point, et là, c'est pour essayer finalement d'optimiser vos actions, c'est qu'il va falloir utiliser tous les moyens dont vous pouvez disposer. Parce que finalement, ces grands dos, ces grands donateurs, eh ben, vous allez les contacter via les actions sur vos fichiers et des fichiers de prospection que vous allez louer à l'extérieur. Mais vous allez aussi mobiliser votre réseau, vos parrains. Et ça, c'est toujours très important parce que c'est vrai que ça vous coûtera beaucoup moins cher que de mener des actions de prospection. Mais il va falloir aussi que vous vous posiez et que vous vous demandiez d'abord, et ça c'est vraiment ce qu'on préconise aussi, qui est dans ma base de données? Qu'est-ce qui se passe dans ma base de données? Parce que j'ai une base de données qui regorge d'informations. Vous avez des bases qui regorgent d'informations. Donc c'est de se dire, je vais commencer par regarder qui est dans ma base de données. Si j'ai des pépites,
et même des pépites que je ne connais pas et qu'effectivement, je vais pouvoir aller retrouver. Et puis donc, finalement, c'est ce qu'on met, qu'il faut rester réaliste, ce qui ne veut pas dire ne pas être ambitieux, mais ce qui veut dire que je dois adapter mon organisation, mes moyens à ma capacité financière. C'est vraiment primordial. Et là, je vais laisser Eric reprendre la main pour nous expliquer comment mettre en place sa stratégie pour développer la cible des grands donateurs. Merci, Saba. Alors, plusieurs points. D'abord, et tu le disais il y a quelques minutes, c'est que les premiers grands donateurs sont souvent autour de vous, dans votre réseau, parmi vos bénévoles ou les connaissances de ces bénévoles. Donc, une action en interne de communication sur l'ensemble de ces réseaux est, à mon avis, la première des choses à faire, d'autant qu'elle a l'avantage de ne pas coûter cher, voire de rien coûter du tout. Le deuxième point, et là, effectivement, on va, quand on regarde son fichier, on va peut-être trouver, et encore, depuis des années que je fais de l'analyse de bases de données, on s'aperçoit que même des Bernard Arnault ou des Xavier Niel ou d'autres personnes qui sont connues ne sont pas forcément identifiées dans les fichiers comme des grands donateurs. Mais à l'intérieur de ça aussi, vous avez énormément de personnes qui, elles, ont la capacité à faire des dons importants et qui ne sont pas identifiées ou identifiables facilement. Et là, il va falloir s'appuyer sur un certain nombre de référentiels pour pouvoir les trouver. Et par exemple, je cite toujours le cas du patron de plusieurs centres Leclerc dans le sud de la France, qui est, tu en parlais tout à l'heure, Dominique, dans le Challenge 500, mais qui est complètement inconnu du grand public. Et vous allez passer devant son nom, même si vous regardez 10 fois le fichier, sans savoir que cette personne-là est en fait une pépite que vous avez sous la main et qui ne vous reste plus qu'à saisir. Ensuite, il y a toujours un petit peu dans le même sens, c'est que en fait, on a parmi vos fichiers des gens qui vous donnent à titre individuel, mais qui par ailleurs sont chefs d'entreprise. Et là, le fait de les identifier, ça va vous permettre, soit dans le cadre d'une démarche individuelle, de par exemple l'amener à être porte-voix de votre association au niveau de son entreprise et bien entendu au niveau de son réseau, mais également à pouvoir donner au titre de l'impôt sur les sociétés, qui est une opportunité également, ou de compléter ces dons par de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment très important de rechercher et de trouver l'ensemble des grands donateurs que vous avez chez vous et qui sont à portée de main. Saba, je te laisse nous parler des 9 conseils que tu as identifiés pour séduire les grands donateurs. Simplement, voilà, je vais essayer de vous donner 9 conseils. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais on a voulu se concentrer sur ces 9-là. Et il y a un point, le premier point important que j'aimerais remettre en avant, c'est que les grands donateurs, ça reste un public cible dont la motivation première, ce n'est pas l'avantage fiscal. La motivation première, c'est qu'ils aiment soutenir une organisation engagés et sincères et qui ont une cause à défendre et qui la défendent. Et puis, en effet, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut faire attention à ne jamais faire sentir aux personnes qu'on les sollicite pour les fiches. D'ailleurs, je crois qu'Éric, tu as une anecdote qui nous est arrivée, je crois, la semaine dernière par rapport à ça. Alors, effectivement, enfin, ce n'est pas que la semaine dernière, mais elle est encore arrivée la semaine dernière, comme quoi il y a des comportements qui restent à changer, à convaincre. C'est qu'on a une personne qui nous a contactés au niveau de notre service compliance pour connaître l'identité et la façon dont on l'avait collectée. Elle était persuadée qu'on avait volé le fichier du fisc ou fait je ne sais quelle malversation pour arriver à la trouver. On était lié à la CIA, au KGB. Franchement, on ne sait plus. Voilà, et d'arriver à lui faire comprendre que non, on l'avait trouvé normalement avec un certain nombre de critères qu'on établit et qui nous permettent
de définir que telle ou telle personne a plus ou moins d'argent et on lui expliquait comment ça se passait. Mais dès l'instant où je vois dans certains courriers, vous êtes à l'IFI et donc il faut nous donner, j'exagère à peine, c'est un point qu'il faut absolument éviter. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a un autre point qui paraît évident, c'est qu'il va falloir toujours penser à proposer à la personne qu'on va solliciter l'ensemble du cadre d'exonération fiscale dans lequel elle peut rentrer. Donc, ça va être l'IFI, l'IS, l'IR ou le LEG. Pourquoi? Parce que très simplement, la personne, elle peut avoir donné son IFI à une autre association qui l'a contactée avant. Et donc, à ce moment-là, c'est de lui faire comprendre qu'elle peut donner à l'IR. Donc, en fait, toujours penser à proposer le maximum d'ouverture sur la partie fiscale. Et puis, le maximum aussi, c'est important, le maximum de points et de modes de règlement. Et ça, on le voit d'ailleurs, de plus en plus de personnes, même si elles ont reçu un courrier postal, elles vont donner en ligne directement sur le site de l'association ou via les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, pensez à ouvrir et à proposer toutes les possibilités de canaux de dons. Ça, c'est important. Après, il y a autre chose aussi, et là, c'est un petit point juridique. Si on passe à la slide suivante, c'est le cas. Quand on parle de juridique, ça fait toujours plaisir à monsieur Eric Hugnard. Donc là, on va pas rester longtemps, donc je vais essayer d'être courte là-dessus. C'est qu'avec l'arrivée du RGPD, que vous ne pouvez pas ignorer, vous n'avez pas pu passer à côté de l'article 5D. Cet article 5D qui dit quoi? Qui dit que vous avez l'obligation de mettre à jour le plus régulièrement et le plus fréquemment possible vos bases de données. C'est primordial et ça doit même presque rentrer dans une routine au sein de votre association ou fondation. Et puis, bien sûr, toujours penser à renseigner au mieux vos canaux de contact. Il y a un autre conseil, c'est qu'il va falloir aussi penser à travailler en cohérence au sein de votre association et selon votre plan média. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est sûr qu'une personne qui va recevoir un courrier par la poste, donc un courrier postal, et si en même temps elle entend votre message à la radio et qu'elle voit une de vos affiches en sortant dans la rue, mais du coup, très simplement, très naturellement, cette personne, elle sera beaucoup plus impactée et sensibilisée par votre message qu'une personne qui a reçu un simple courrier. Donc, du coup, toujours penser au couplage. Je fais un mailing postal et je le fais suivre quelques jours, 1 ou 2 semaines après, par une relance par email, par exemple. On parle justement du mailing postal. Nous, notre credo, notre préco, ça va être de personnaliser le plus possible le courrier, mais toujours avec des enveloppes neutres. Surtout quand on est une association qui n'est pas connue, plus c'est neutre et mieux c'est. En complément de ce que tu dis, ça va, parce que tu Ouais, parlais d'affichage de radio, de voir de télévision, mais il y a aussi des médias de proximité qui sont pour des petites associations, le journal de la commune ou le journal du conseil général ou autre, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment beaucoup plus proches et qui sont effectivement à des coûts aussi d'accès qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut avoir sur les grands médias. Donc en fait, c'est toutes les actions. Il faut toujours essayer. Moi, quand j'étais un jeune étudiant dans la publicité, on me disait toujours, il faut au moins 3 points de contact pour que la personne arrive à donner. Alors, les points de contact, c'est effectivement de renouveler ses messages, mais c'est également de se dire, on peut aussi les contacter par des affiches qu'on va mettre dans les magasins, par tout un tas de choses qui sont peu onéreuses ou voire même gratuites et qui permettent donc de déployer au moment où la personne va recevoir le message le fait que, ah bah oui, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Et l'inverse est tout aussi vrai d'ailleurs. Merci Eric d'avoir complété mon conseil. Alors toujours dans cette phase de séduction pour les grands dos, là c'est surtout sur les très grands donateurs. Il faut penser à multiplier les rencontres. Il va falloir organiser 1 à 2 temps forts avec des événements et développer les rencontres en face à face. Ça, on le verra très concrètement tout à l'heure avec le témoignage de Dominique. Il faut penser aussi à relancer régulièrement, à changer le timing des campagnes et bien sûr à ne jamais lâcher votre cible. Il faut que les messages soient répétés et répétés, tout en n'oubliant jamais. C'est toujours le côté le plus difficile à faire comprendre, mais toujours en n'oubliant jamais qu'un grand donateur, il peut demander du temps avant de faire un don important. Et puis un dernier point,
qu'on oublie souvent dans les analyses de rentabilité de campagne, c'est de bien prendre en compte l'ensemble des canaux de dons. Parce qu'on voit principalement, comme je le disais tout à l'heure, que sur les campagnes papier, par exemple, le don, il se fera le plus souvent in fine en ligne. Ça, c'est important. Et là, je vais passer la main à notre cher Dominique. Dominique, si tu peux reprendre la main pour nous expliquer justement concrètement tout ça, comment ça s'est mis en place. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'illustrer. Donc, déjà, pour reprendre ce que disait Eric au niveau de la stratégie, nous, la stratégie qu'on a eue depuis 2 ans, donc, puisqu'on a lancé la philanthropie début 2021, notre stratégie pour ces 2 années, ça a été de travailler sur nos donateurs existants. D'accord ? Avant d'aller chercher ailleurs, on sait qu'il y a des pépites dans nos fichiers. On travaille sur des gens qui sont déjà donateurs de l'UNICEF, même si aujourd'hui, ils ne donnent pas beaucoup. Voilà, ça c'est notre stratégie. Et donc, on a bâti une offre, nous on appelle ça un programme dédié aux grands donateurs, donc qui a été lancé après la pandémie, donc début 2021, ce qui explique son nom. On a appelé ce programme le programme Réimagine le monde après la pandémie. On réimagine en proposant des solutions innovantes parce que c'est quelque chose que nos grands donateurs aiment bien, être un peu précurseurs et innovants. Des nouvelles solutions donc au service des enfants. Voilà, donc on a choisi aussi de s'intéresser, de mettre en avant des projets sur 3 thématiques pour pas trop se disperser parce que comme vous l'avez vu, UNICEF fait plein de choses, on est les généralistes du monde de l'enfance. Donc on travaille sur l'égalité des genres, de ces jeunes femmes qui doivent avoir les mêmes chances que les jeunes garçons. On travaille sur l'éducation parce qu'1 euro investi dans l'éducation a un très fort impact. Il y a des domaines où 1 euro apporté a plus d'impact que dans un autre. Et puis, bien entendu, sur l'urgence, la première des urgences du XXIe siècle, l'environnement. Donc, c'est un thème qui plaît beaucoup à nos grands donateurs. Donc, voilà, sur le fond, on met en avant comment les philanthropes peuvent nous accompagner pour changer le monde, pour réimaginer le monde. Et sur la forme, c'est ce qui apparaît à droite dans le slide, c'est que notre objectif, c'est d'établir une relation privilégiée dans la durée et personnalisée avec les donateurs, de créer des liens. Parce que c'est bien beau de les avoir dans notre base, mais il faut qu'on établisse le lien. C'est que quand on se connaît, on va pouvoir faire grandir les dons. Donc, pour résumer, moins de marketing, de masse, et beaucoup plus de relationnel. Puis vous voyez un cœur, donc c'est important. Donc on dit toujours, oui, le grand donateur, il est rationnel. Oui, il est rationnel, mais ce qui va pouvoir multiplier son don par 10 ou par 100, ça va être le côté émotionnel. Donc c'est très important de travailler sur cette fibre émotionnelle. Et moi, je dis toujours, le merci, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire en permanence avec le donateur. Savoir le remercier, bien sûr, quand il donne, mais le remercier pour le temps qu'il nous accorde, quand on va avoir un rendez-vous avec lui, savoir le remercier parce qu'il assiste à une conférence qu'on propose régulièrement d'information. Donc voilà, c'est vraiment placer le donateur au cœur. Donc, qu'est-ce qu'on propose en matière de relationnel? Donc, très régulièrement, on en a eu 6 depuis le début de l'année, des petits déjeuners en tout petit comité, puisqu'on invite 2 à 3 donateurs avec la directrice générale et moi-même. Et donc, à la fin de ces petits déjeuners, c'est toujours déclencheur de choses hyper positives, parfois des dons, mais aussi des gens qui nous disent moi, je suis très intéressée par Madagascar. Et moi, j'ai travaillé en Inde et j'ai vraiment été choquée par la situation des enfants indiens. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer, vous, à UNICEF? Est-ce que vous agissez dans ce pays? On leur propose également, et ça a été beaucoup le cas pendant le confinement, des voyages terrain virtuels, parce qu'on ne peut pas emmener tous nos donateurs dans les nombreux pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud où on agit, mais on leur propose des voyages terrain virtuels. Le prochain sera en Bolivie. On va nos équipes boliviennes vont expliquer ce qu'elles font pour éduquer les enfants, en faire des acteurs du changement climatique. Donc, des voyages terrain virtuels, à peu près 6 par an également. Et puis, des moments conviviaux, les moments où on a le temps de parler avec nos grands donateurs. Donc, une soirée chaque année, annuelle, uniquement pour les grands donateurs. Puis, on les invite aussi à des événements type concert. Donc, on a la chance parfois d'avoir des ambassadeurs de l'UNICEF qui donnent des concerts. Donc, voilà, il y a souvent un lien entre le concert ou la pièce de théâtre ou ce qu'on va proposer à nos donateurs. Et puis, le moment ultime avec nos très grands donateurs, bien évidemment, c'est le rendez-vous en face à face.
Je propose de passer et de vous donner une illustration dans le slide suivant sur un exemple de projet qu'on peut proposer aux philanthropes. Donc là, il s'agit d'un projet de financement de 2 éco-villages à Madagascar. Donc la question que vous allez peut-être me poser, c'est mais vos donateurs, ils veulent financer des projets ou qu'est-ce qui les intéresse? J'aurais tendance à dire qu'un grand donateur, il a envie de faire une différence. Donc, lui présenter un projet, c'est lui illustrer comment, sur un montant prêt à sa portée, il peut faire une différence. Alors, c'est une spécificité d'UNICEF parce qu'à UNICEF, nous, on est une très, très grosse association et on a du mal à trouver des grands donateurs parce que souvent, les grands donateurs nous disent « Oui, non, mais moi, je suis une goutte d'eau dans un océan. » Ils préfèrent parfois, et ça sera très bien pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans des plus petites associations, c'était mon cas avant, et en fait, le grand donateur préfère une petite association parce qu'il a vraiment l'impression d'être un acteur majeur et de changer. Donc nous, c'est pour ça qu'on illustre ce côté généraliste d'UNICEF par des projets très très concrets. Donc là, sur la partie gauche, donc ces éco-villages, en fait, c'est permettre à ces villages du sud de Madagascar qui n'ont ni eau ni électricité, grâce à des panneaux solaires, de pouvoir à la fois produire de l'électricité, mais aussi de pomper l'eau grâce à l'énergie fabriquée par ces panneaux solaires pour amener l'eau. Et amener l'eau, c'est amener la vie. Donc, ce projet-là, il coûte 900 000 €, soit 300 000 € par année. Il se déroule sur 3 ans. Et du coup, moi, j'ai eu un donateur, il l'a apporté la première année. Voilà, donc il nous a donné 300 000 € au mois de mars sur ce projet-là. On explique toujours qui sont les bénéficiaires du projet. Sur ce projet, on a 5 000 enfants bénéficiaires, on a des bénéficiaires indirects. Et surtout, on va dire aux donateurs, votre don, qu'est-ce qui permet de faire? Vous nous faites un don de 5 000, alors qu'est-ce qu'on fait avec vos 5 000 €? Si c'est 30 000, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, à 30 000 € financer l'achat et l'installation d'un panneau solaire et d'une pompe à eau. Donc, nos donateurs se représentent un peu, se positionnent. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que montrer ces projets, parler de ces projets, c'est apporter des illustrations. Tous les donateurs ne vont pas choisir de donner sur le projet Madagascar. On a beaucoup, et je le disais ce matin à Eric, 80% de nos grands donateurs disent « Je vous fais confiance, je fais confiance à UNICEF France pour choisir où mon argent ira. » Mais ce donateur qui nous a donné 300 000 €, lui, il avait envie d'être sur un projet. Donc, en fait, ces projets sont des illustrations concrètes de l'impact que peut avoir UNICEF. Voilà, et comment on communique sur nos projets? Je dirais que on fait des appels à dons, classiquement. Donc, c'est sur les plus petits de nos grands donateurs. On en parle en rendez-vous, on en parle sur notre site Internet. Voilà. Donc ça, c'était pour une illustration. Et pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'un donateur et surtout de son parcours donateur, parce que Eric l'a dit, c'est important d'avoir des points de contact. Eric a dit 3, moi souvent je dis 5, et je dis au fond, une personne, avant qu'elle fasse son don, il va falloir qu'on l'ait d'une manière ou d'une autre, vu, rencontré, contacté un certain nombre de fois. Donc l'histoire, elle commence toujours par savoir où sont nos grands donateurs, quels sont plutôt nos grands donateurs. Donc ça, HSK Partner vous expliquera tout de suite comment les identifier. Et donc moi, mon donateur Charles, c'était un donateur d'UNICEF France qui donnait chaque année 300 €. Et puis donc, il a été topé Caviar 600 en juin 2020. Caviar 600, pour la petite histoire, c'est des gens qui ont soit un revenu annuel de 600 000 €, donc c'est quand même extrêmement élevé, ou un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Donc voilà, ce monsieur, il a les moyens de faire un don de plus de 300 € s'il le souhaite. Donc, on l'a, dès qu'on l'a repéré grâce à HSK Partner, on l'a convié, on l'a invité à un voyage virtuel au Liban en janvier 2021. Ce jour-là, il est venu, il a posé des questions, il m'a appelé après le voyage virtuel, il m'a dit « Écoutez, je suis un peu déçue de ce qu'a dit votre directrice générale. Elle dit que vos frais de collecte, communication, marketing s'élèvent à 20%, les meilleures associations, c'est 10%. Écoutez, je vous fais un don, mais pour vous remercier. » Et c'est l'histoire du don et du contre-don. Hein. Il avait été invité, il était content, il avait posé ses questions, il nous avait même titillé. Il dit « Je vais vous faire un don. »
Il donne 800 €, ce qui est bien, puisqu'il donnait 300 auparavant. On continue à l'inviter régulièrement à tous nos événements virtuels, y compris à notre soirée Grand Donateur, mais il ne participe pas. Donc, ne pas se décourager, je crois que ça l'a dit. Et en octobre 2022, on l'invite, enfin en septembre, je l'invite pour un petit déjeuner avec notre directrice générale qui se déroulait le 5 octobre. Il participe, il pose de nouveau énormément de questions. Il n'était pas d'accord avec les priorités stratégiques de l'UNICEF. Il ne voyait pas pourquoi on en faisait autant pour l'Ukraine, alors qu'il y a d'autres enfants dans d'autres pays qui méritent notre attention. Il me rappelle le soir et il me dit, écoutez, je vais vous faire un don de 3 000 €. Voilà, donc voilà, un donateur qui donnait 300 €, vous voyez là, il est à x10. Moi, je pense qu'il peut faire mieux et on va donc s'atteler à poursuivre ce parcours donateur parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il s'est senti sollicité à chaque fois, à chaque voyage virtuel terrain. Finalement, il a effectué un don. Donc, lui expliquer ce qu'on fait, illustrer nos besoins, pour lui, c'était une sollicitation. Donc, il a donné, on le remercie, hein, je l'ai remercié, etc. Et donc, tout ça pour le fidéliser et on continuera parce que moi, je pense qu'il a un potentiel supérieur. Je rends la parole à Saba parce que vous allez nous expliquer justement ce que vous faites. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci parce que du coup, votre cas pratique, le cas concret, c'est vraiment le plus parlant pour toutes les associations et fondations. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, merci. Du coup, pour finir, si vous nous le permettez, je vais essayer d'être rapide et de présenter de manière succincte ce qu'on fait aujourd'hui. Il vous reste un quart d'heure. Merci Delphine. Je vais y aller. Je fonce. Notre offre data, aujourd'hui, c'est une offre complète. Pourquoi? Parce qu'elle va couvrir l'ensemble de vos besoins. On va vous proposer toutes les solutions de traitement, d'enrichissement, de gestion de données pour le secteur caritatif, qui est devenu chez HSK Partners, qui est devenu chez nous une vraie spécialité de l'entreprise, qui a son propre département, donc le pôle Caridata, et sur lequel maintenant on travaille depuis fort longtemps. Alors cette offre, ça va être quoi? J'essaie d'être rapide. Ça va être des audits gratuits qui vont vous permettre d'identifier et de toper votre donateur, le fameux topage caviar. Ça va être de les enrichir en canaux de contact, en données socio-comportementales. Ça va être aussi des traitements de qualité de données, avec l'obligation qui résulte de l'article 5D dont je parlais tout à l'heure. Ça va être le topage des décédés, qui est une de nos nouveautés chez HSK Partners. Et ensuite, vous allez avoir la mise à disposition classique de bases de données ciblées, qualifiées. HSK, c'est aussi du conseil et de l'accompagnement dans tous vos projets data. Et je vais te donner la parole, Eric, si tu peux être aussi rapide que moi pour présenter notre dernier bébé, le ScoreLeg. On va essayer. Donc, effectivement, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations qui étaient exclues de la capacité de faire des ScoreLeg parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de testateurs en interne. Donc, à partir de ce constat, on s'est dit, on va faire une grande enquête téléphonique qu'on va réaliser auprès de plus de 5000 donateurs afin d'identifier des profils de testateurs et d'intentionnistes leg avérés. C'est-à-dire pas simplement quelqu'un qui dit oui, pourquoi pas, je ferai peut-être un leg plus tard. Des gens qui ont dit je suis dans la démarche, je vais faire un leg, je suis en train de choisir l'association avec laquelle je vais le faire. Et donc, ce score-là, on peut aujourd'hui le projeter pour, encore une fois, toutes les associations qui n'ont pas ou peu, ou d'ailleurs en complément aussi des scores existants ou des scores qu'on réalise pour ceux qui ont beaucoup de testateurs, qui leur permet donc, dans leur propre base de données, comme dans des bases de données externes, de trouver des testateurs potentiels à convaincre, parce que et Dominique, tu le sais bien, le montant souvent d'un leg est un montant extrêmement important qui vaut largement le don d'un, ce qu'on appelle classiquement un grand donateur, voire un très grand donateur. Je confirme. Voilà. Écoutez, merci à tous les participants. Si vous en êtes d'accord, on va maintenant passer à une séquence de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si nos amis de l'AFF ont déjà reçu un certain nombre de choses. Oui, alors nous avons plusieurs questions.
Donc, nous avons une question de Sophie Pouchet-Pellerin. Il est possible de solliciter pour la même cause un chef d'entreprise sur l'IR, dont des particuliers, et au titre de son entreprise, l'IS. Autre question, cette fois-ci. On te Au fur et à mesure, allez-y, je vous en prie. C'est pour ne rien oublier. Donc, effectivement, alors on ne va pas le solliciter. Alors, plus exactement, on va essayer d'être précis. On peut le solliciter dans une campagne en lui indiquant, de toute façon, nous, c'est notre recommandation, ça va, on en a parlé tout à l'heure, toutes les capacités de dons qui sont à sa disposition, ou tout du moins tous les dispositifs fiscaux qui accompagnent la capacité de faire des dons, dont les dons à l'IS. Donc ça, c'est dans le cadre d'une campagne globale qu'on fait. Maintenant, on peut aussi attaquer ces chefs d'entreprise si on les a identifiés dans le cadre de campagnes spécifiques IS, où là, on va leur expliquer l'engagement qu'ils peuvent faire au niveau de leur campagne, et puis selon les dispositifs dont dispose l'association, faire quelque chose qui va, par exemple, être un suivi dans le temps. Je sais que Dominique, toi, vous faites des visio-terrains. De la même façon, on pourrait très bien imaginer de faire des visio-terrains pour l'ensemble des collaborateurs de l'association, de l'entreprise, de façon à ce qu'ils suivent l'engagement sociétal de leur entreprise. Donc, en fait, voilà, il y a deux choses. Il y a vraiment du spécifique, du dédié sur un certain nombre de choses. Et puis, il y a des mailings adressés qui peuvent offrir, en mettant en avant simplement en premier les dispositifs entre guillemets destinés aux particuliers, ou en mettant en premier les dispositifs destinés, enfin le dispositif destiné aux entreprises. Une autre question de Stéphanie Gonan. Vous pouvez expliquer le côté neutre de l'enveloppe? En fait, on s'est aperçu, et malheureusement, qu'un certain nombre de personnes, et notamment, on va dire, dans certains beaux quartiers ou dans des gens qui ont du personnel de maison ou des gardiens, qui demandent à ceux-ci de mettre à la poubelle, pour parler clair, tout ce qui pourrait être assimilé à de la publicité. Et dès l'instant où, par exemple, on voit une enveloppe porteuse en disant donner pour la cause Intel, effectivement, ça peut être assimilé à de la publicité. Et à ce moment-là, pour certaines personnes, ça ne va jamais arriver chez eux. Donc, moi, je recommande toujours, sauf s'il y a une vraie, parce qu'à l'inverse de ce que je viens de dire, il y a des vraies valeurs de communication, il y a des choses qui sont porteuses en elles-mêmes, parce que l'association est extrêmement connue, ce qui peut être le cas, par exemple, de l'UNICEF, de quelques grandes associations qui, à ce moment-là, peuvent mettre en avant, sans aller jusqu'à de l'enveloppe porteuse publicitaire, parce que là, on oublie, mais peuvent mettre leur logo sur leurs enveloppes, parce que c'est porteur d'un message. Et que ceci peut être plus important dans certains cas, mais de toute façon, comme on dit toujours en marketing direct, l'idéal, c'est de tester. Donc, si vous envoyez 10 000 messages, vous pouvez très bien en envoyer 5 000 en enveloppe neutre, 5 000 avec une enveloppe qui, par exemple, porte un logo, et puis à la fin, aléatoirement, bien entendu, sur le fichier, et à la fin, vous regardez qu'est-ce qui a le mieux rendu. Question de Anne-Louise de Rouen. Y a-t-il un meilleur moment pour faire une campagne grand donateur? Alors, il y a un moment classique qui est juste avant le paiement de l'IFI. Maintenant, c'est aussi un moment que choisissent beaucoup d'associations. Donc, on peut se retrouver sur le mois de avril, mai, principalement, voire même mars, avec 10 courriers de sollicitation ou 15 courriers de sollicitation de différentes associations qui arrivent finalement dans une période très courte. Donc, on va dire que le niveau de concurrence est à ce moment-là beaucoup plus fort. Par contre, on est
on est dans un bon moment. Et puis, il y a le fait de se dire, par exemple, on a des causes qui seront liées aux enfants et la période de Noël, finalement, va être une très bonne période pour aller les chercher. Il y a une actualité dans l'entreprise qui fait que, enfin, voilà, il y a plein de points. Mais je vais peut-être demander aussi à Dominique son point de vue là-dessus. Oui, alors moi, pour compléter ce que vous avez dit, hein, ce que je pense surtout, c'est qu'il ne faut pas sursolliciter un grand donateur. Il a horreur de ça. C'est des gens qui aiment bien décider du moment où ils vont faire leur don. Donc, si vous avez la possibilité de voir à quel moment le donateur aime bien faire son don, parce qu'on dit les grands donateurs sont multidonateurs. Souvent, ils font 2 dons dans l'année, pour schématiser, un au moment de l'IFI et un au mois de novembre-décembre, parce que la période de Noël, justement, est propice, pas seulement pour l'UNICEF, pour beaucoup d'associations aux dons. Donc, moi, je dirais pas de sursollicitation et limiter la sollicitation des donateurs, parce que moi, je vois des donateurs qui quittent UNICEF parce qu'ils estiment qu'on fait trop de sollicitations. Donc, moi, je me bats régulièrement pour dire attention, on ne sursollicite pas les donateurs. Il faut être donateur, centré sur le donateur. Si on a vu qu'il y a un donateur, c'est toujours au mois d'octobre. Moi, je vois, j'en ai un. D'ailleurs, on lui envoie plus jamais de courrier, parce qu'en fait, lui, on sait que c'est au mois d'octobre. Donc, à ce moment-là, juste avant, je lui envoie quelques petits projets, soit qu'il a déjà financé, soit des nouveaux projets qui arrivent, et il choisit par rapport à ça. Donc, la sollicitation, plus on monte dans les montants, c'est quelqu'un qui donne 45 000 €, plus on monte dans les montants, je dirais, plus la sollicitation doit être personnalisée. Question de Mylène Massé. Pouvez-vous préciser les modalités du voyage virtuel? Alors, en fait, on invite les donateurs par mail le plus souvent. Et donc, en fait, il s'agit d'une conférence Zoom, comme aujourd'hui. Donc, on travaille en amont pour définir quel projet on va présenter. Là, le prochain, ça sera en Bolivie pour montrer un projet de 27 écoles, c'est ça, en Amazonie et dans une autre région de la Bolivie, qui développent des programmes auprès des enfants pour les rendre acteurs de l'environnement. Donc, on travaille avec les personnes, le chef de projet, enfin les différentes personnes qui mettent en place pour le projet sur le terrain. On a aussi des vidéos des bénéficiaires, des enfants ou des instituteurs, des directeurs d'école, des maires, des communes sur lesquelles on intervient, qui témoignent, et puis donc on donne la possibilité aux donateurs de poser des questions. Donc on a une partie exposée, je dirais, avec beaucoup d'illustrations vidéo, et après les gens posent des questions, et en tout et pour tout, ça dure 1 heure. Question d'Agnès Trincal. Quelle différence entre topage caviar et faire le screening de sa base? Parle-t-on de la même chose? On parle effectivement, a priori, de la même chose, c'est-à-dire qu'on va regarder la base de données et à l'intérieur de ça, identifier les potentiels, ce qu'on appelle les pépites dans le jargon. Donc, effectivement, quand on a des toutes petites bases, ça peut être fait directement par l'association, quoique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut passer à côté de différentes choses. Et dès l'instant où on rentre dans des bases plus importantes, dès l'instant où on commence à passer 10, 20 000 adresses, voire moins, encore une fois, à partir de ce moment-là, on passe par des solutions de topage où on va essayer vraiment de vous mettre sur chaque donateur son niveau de revenu et ou de patrimoine, à charge pour vous ensuite de sélectionner ceux que vous voulez retenir en fonction de vos budgets. J'en profite d'ailleurs pour donner un point qui est assez peu connu, mais c'est vrai sur les achats, je crois que tu nous parlais d'ailleurs d'achat de fichiers à un moment, Dominique, sur les achats de fichiers, contrairement aux locations, donc achat, c'est mise à disposition à usage multiple pour parler RGPD compatible. Donc sur les acquisitions et ou sur les topages et ou sur les enrichissements, on rentre dans le cadre de l'amortissement des investissements qui sont réalisés. Donc, en général, par exemple, là-dessus, on peut, ce qui peut vous donner une aisance financière, amortir les coûts de vos prestataires sur une durée de, en général, 3 ans. C'est un peu comme si on achetait un ordinateur, on va l'amortir, là, on achète une prestation et cette prestation, on va l'amortir.
Autre question, comment vous pouvez respecter, on va dire, dans l'identification et la sollicitation des donateurs, d'avoir l'assurance de respecter la réglementation RGPD? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été la première Labellisé. entreprise de notre secteur d'activité, et la seule d'ailleurs sur notre secteur d'activité. Il y avait ce qu'on appelle maintenant des ESN et avant des SS2I, à avoir été labellisé RGPD par la CNIL. Donc le RGPD, c'est génétique chez nous. Donc on est vraiment complètement dedans. Donc l'ensemble de nos traitements sont réalisés en conformité avec le RGPD, et une de nos activités est notamment d'aider les entreprises à mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour respecter le RGPD. Alors, il reste quelques secondes avant que la session se termine. Il y avait une autre question. Quelles sont les principales attentes des donateurs? Alors, je vais peut-être répondre et ça va Allez-y, Dominique. compléter. Allez-y, Dominique. Je pense qu'en fait, un grand donateur, avant d'être grand donateur, c'est une personne comme vous et moi. Donc, en fait, il faut vraiment le traiter comme une personne et pas comme quelqu'un qui serait un portefeuille sur pattes, parce que ça, j'ai souvent eu la remarque de mes donateurs qui disaient « Ah oui, non, mais vous comprenez, moi, parfois, on me dit merci pour votre don et à la fin de la lettre, c'est est-ce que vous pourriez redonner ?» Donc, ça, bon, ils n'aiment pas trop. Donc, je pense les traiter comme des personnes, ça veut dire apprendre à les connaître. Et ça, c'est vraiment le maître mot. Ils attendent d'être traités comme des personnes. Ça suppose de la personnalisation. Ça suppose d'être dans une relation. Donc, plus on monte dans les montants de dons, plus vous allez devoir abandonner ces techniques de marketing de masse pour être vraiment dans la rencontre, le maximum de rencontres. Petit groupe, très petit groupe et one-to-one. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose, l'attente, la personnalisation dans les rapports humains, mais aussi, une fois qu'on connaît la personne, si la personne s'intéresse à la santé, c'est lui proposer des programmes santé. Si la personne, je sors d'UNICEF, s'intéresse à une région de France en particulier, parce qu'elle a grandi dans un coin où elle sait qu'il y a beaucoup de pauvreté et qu'elle a envie d'aider les gens de cette région, lui proposer quelque chose dans ce coin-là. Je pense qu'il faut vraiment calquer la demande par rapport à ce qu'on perçoit de la personne. Et je rajouterai un ingrédient de succès, c'est vraiment toujours être dans l'empathie. Essayer de comprendre où se trouve notre donateur pour pouvoir se rapprocher de lui. Tout à fait d'accord. Quelles sont les actions les plus efficaces pour interagir avec les grands donateurs? La personnalisation des contacts. Pour moi. Sur les très grands, encore une fois, c'est là où il y a toujours des différences, parce que ce type d'intervention, malheureusement, a un coût. Donc, effectivement, on ne peut le réserver. Et là, on revient sur des choses assez mercantiles de ROI. On ne peut le réserver qu'à des gens dont on sait ou on subodore qui vont rentrer dans ce qu'on appelle les très grands donateurs. C'est beaucoup plus difficile, sauf peut-être sur certaines organisations que je ne connais pas, d'avoir ce même type de réaction au niveau des petits dons. Ou alors sur les mais on peut quand même, parce que vous voyez, nous, on a, tout à l'heure, je disais, l'année dernière, on n'a que 36 donateurs qui ont donné, mais on a quand même 6000 donateurs, on les appelle les hauts potentiels de notre base, et ceux-là, on leur propose, bien sûr, toutes les rencontres terrain virtuel. Ces 6000, c'est les 6000 qui sont invités à la soirée annuelle. Ils ne viennent pas tous, heureusement. Hein. Ça ferait des grosses salles et ça serait plus si chaleureux que ça. Mais au fond, on a ces 6000 personnes qu'on identifie comme des grands donateurs potentiels et à qui on envoie des mailings différents des mailings qu'on envoie à nos autres donateurs, avec des propositions de rencontres. Donc, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas, mais en tout cas, la proposition leur est faite. Pas d'autres questions, mais je crois que je vais vous remercier très chaleureusement, Saba, Dominique et Eric, de votre participation. C'était passionnant, enrichissant. Merci Delphine de nous avoir accompagnés aussi pour toutes ces riches questions. Et puis, je vous dis à très bientôt à une prochaine conférence.
Merci, Au Caroline. revoir à Merci tous. beaucoup. Très Merci à bientôt à l'AFF et tous. merci à Dominique. vous. Et Merci merci à tous HSK les Partners. participants.